l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. C'est entré. Oh non, on le récupérer. C'est récupéré. En tous. L'ASM Clermont est-elle armée pour réussir pendant la Coupe du Monde? Pour répondre à cette question, dans le podcast ici Montferrand, Christophe Buron. Bonjour Christophe. Bonjour. Jérôme Mouchet. Bonjour Jérôme. Bonjour Greg. Et puis Manu Caillot. Bonjour Manu. Salut Greg. Alors, question, est-ce que l'ASM est armée pour réussir pendant la Coupe du Monde? On aura tout à l'heure l'info de la semaine, les top flops et le traditionnel quiz. Pour répondre à cette question, messieurs, déjà je fais un tour de table. Est-ce que l'ASM est armée pour réussir pendant la Coupe du Monde, Christophe? Oui. Jérôme? Oui, dans une certaine mesure. Manuel? Oui aussi. Et ben voilà, c'est un débat qui va être consensuel. C'est parti. Pourquoi elle est armée, Christophe, cette équipe? Elle a prouvé hier déjà contre La Rochelle, alors qu'il y avait un peu d'anxiété, voire beaucoup de pression sur ce premier match à la maison. Je vous coupe Christophe, mais c'est vrai qu'on a vu notamment le président de Cromière prendre la parole pour dire la période de la Coupe du Monde peut être compliquée. On a l'impression qu'il prépare un peu le terrain déjà. Dans les discours, dans les faits, dans tout ce qu'on a entendu et vu depuis 15 jours, 3 semaines, on sentait on redoutait cette période, et surtout que les 2 matchs de préparation avaient rien apporté de bien terrible, de défaites. Bon, certes, face à des demi-finalistes de la saison dernière, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions sur la cohésion notamment avec l'arrivée des têtes nouvelles, l'absence des internationaux. Donc beaucoup de doutes ont été élevés pour moi sur ce match, enfin pas mal. Après, bon, je vais mettre un bémol, il va falloir voir comment cette équipe se comporte loin de ses bases. Et dans 15 jours, on en saura un peu plus après ces 2 déplacements. Mais je dirais que c'est plutôt bien parti, surtout que les recrues ont montré des choses intéressantes. Et même sur le banc, quelques jeunes. Donc il y a l'effectif pour ne pas passer à côté de ce début de saison malgré l'absence des internationaux. Alors le calendrier, on en parle effectivement avec un déplacement chez 2 équipes qui sont promues. D'abord déplacement à Bayonne, puis déplacement à Brive, puis réception de Pau. 5e journée, ce sera un déplacement au Stade Français. 6e journée, réception de Montpellier. 7e journée, déplacement à Bordeaux. Et puis la 8e journée qui concerne encore cette Coupe du Monde, ce sera la réception de Lyon. Manu, ça fait déjà 2 déplacements à venir qui vont pas être simples parce que très honnêtement, ça aurait été peut-être plus facile pour Clermont d'aborder ces matchs avec son effectif complet et ses internationaux. Un déplacement à Bayonne qui vient de s'imposer au Racing et un déplacement à Brive qui vient de s'incliner quasiment à 15 contre 14 pendant toute la rencontre. C'était du côté de Pau. Oui, alors vous parliez de l'effectif, effectivement, avec les absents retenus pour la Coupe du Monde. Enfin, quand on voit l'équipe de l'ASM, le 15 aligné hier, ça va. Je vais reprendre ce qu'a dit Christophe Furios samedi soir après le match contre Toulouse, où il y a eu une petite passe d'armes entre médias interposés avec Hugo Mola cette semaine. Lui aussi il dit quand on voit l'équipe de Toulouse, ça va. Et quand on voit le 15 Clermontois hier, voilà, on n'a pas trop d'inquiétude. Je pense qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui aimeraient bien avoir pas mal de ces joueurs. Pour en revenir au calendrier, effectivement, avec ces 2 déplacements chez les promus, certes, Bayonne a gagné, sort d'une belle victoire sur la pelouse du Racing ce week-end. Après, Clermont, aujourd'hui, a clairement l'équipe pour aller faire un coup, notamment chez un promu. Concernant le déplacement à Brive derrière, Brive qui aura dû négocier avant 2 déplacements, donc a eu cette défaite à Pau ce samedi. Il se déplace à Agen face à un concurrent direct là, pour le maintien le week-end qui vient. Brive peut accueillir l'ASM avec 2 défaites de suite. Et avec cette pression face à Clermont pour pas enchaîner un 3e revers de rang. Et Clermont, si Clermont décide d'aller gagner à Brive, je pense qu'il n'y aura pas photo. Clermont a clairement l'équipe aujourd'hui pour s'imposer. Alors peut-être pas partout aujourd'hui. Je pense si elle devait se déplacer à Toulon, si elle devait se déplacer à Toulouse. Chez les gros, peut-être pas, effectivement, avec l'absence des internationaux. Mais face à des promus, je vois pas ce qui peut empêcher Clermont de s'imposer. Alors juste, on parlait d'effectifs, on va parler des recrues. Pour commencer, les recrues clermontoises, il n'y en a pas eu pléthore durant le mercato et l'intersaison, puisqu'il y a eu George Merrick, Jack McIntyre, c'était les 2 recrues prévues, et puis Mike Tiger qui est venu s'ajouter à ça suite au départ à la retraite de Benjamin Kaiser, contraint et forcé. Concernant les recrues pour la Coupe du Monde, les Jokers Coupe du Monde, il y a Page, Levavé, JJ Engelbrecht et Allo Leley. Et juste un truc, Christophe, hier sur le 15 de départ, on loue ce 15 de départ, mais il n'y avait pas un Joker Coupe du Monde dans ce 15 de départ.
Non, c'est pour ça que ça confirme qu'il y avait quand même des craintes vis-à-vis de la cohésion de cette équipe. Donc il y a eu ils ont un petit peu sécurisé le truc en mettant de l'expérience et du vécu qu'il y a dans ce club et dans l'équipe, avec des joueurs qui étaient là déjà l'année dernière. Donc le seul poste où il y avait une tête nouvelle, c'était l'ouverture, mais là il n'y avait pas le choix. Donc, Et il a plutôt séduit Jack McIntyre hier. Tout à fait, il a fait un match très honorable. Il faut avoir dans d'autres conditions, sous plus forte pression, je veux dire. Mais il a bien fait ce qu'il avait à faire. J'ai trouvé intéressant dans le jeu, dans l'alternance, dans son jeu au pied, qui est plutôt pertinent. Donc un bon point pour commencer, mais à confirmer. Oui, sur ces nouvelles recrues, il y avait Mike Tager qui n'était pas dans le groupe aussi, notamment. Est-ce qu'on peut craindre quand même ces deux prochains déplacements, Géraud? Je rappelle quand même, déplacement à Bayonne qui vient de battre le Racing, déplacement à Brive. Bayonne, je pense que ça peut être plus compliqué que Brive dans la mesure où Bayonne vient d'avoir... Attention, déjà, il y a le briviste Manuel Cailleux qui nous rappelle que ça va être le 100e derby face à Brive. Il va y avoir un petit truc quand même dans ce match. Même si Bayonne fait partie de ces équipes qui vont essayer de jouer leur championnat avec les 4 dernières équipes du top 14, elle a déjà fait plein de confiance contre le Racing. Bon, un Racing qui vient de perdre Christian Labitte. Mais ouais, je pense que la réception de l'ASM, ça va être très compliqué pour les Clermontois. Après, surtout à domicile, où je pense que Bayonne peut faire un sacré coup et prendre déjà 8 points après 2 journées, ce qui serait énorme. Et Brive, Brive, hélas, c'est contre qui le prochain match pour Brive? Agen. Agen. Ouais, ils vont à Agen. Ouais, dans la mesure où Agen aussi voudra gagner à domicile, je pense que Brive, ça peut être très compliqué contre l'ASM. Ouais. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout sur cette nouvelle pelouse hybride. Un mot à rajouter, vous êtes tous d'accord donc, Oui, enfin, je voulais rajouter simplement qu'en effet, on y verra un peu plus clair après ces deux déplacements. Est-ce que Franck Azema va en viser un plus que l'autre? Il y a des chances par rapport au roulement qui doit imposer dans l'effectif. Et tu penses à un des deux matchs en particulier? Il y a deux options. Oui, il cible clairement Brive comme l'équipe, le maillon faible, et voilà, on va les enfoncer. Enfin, pas les enfoncer, mais on va aller s'imposer là-bas pour gagner une victoire à l'extérieur, parce que il n'y a pas de temps de contention entre les deux, il n'y a pas question de l'enfoncer. Mais ou alors Bayonne sur l'euphorie, peut-être un peu plus prenable, l'euphorie de leur victoire au Racing, un petit relâchement. Je pense que on peut faire confiance à Yannick Brühl, l'entraîneur de l'Aviron, pour mettre ses joueurs en garde contre ce phénomène qui existe toujours après un petit exploit. Donc, mais je pense que clairement, s'ils s'en sortent avec une victoire sur les deux et qu'ils enchaînent derrière correctement, oui, on pourra clairement dire que l'ASM peut bien traverser cette période de la Coupe du Monde. Non, puis il y a des joueurs aujourd'hui dans l'effectif clermontois qui sont capables de faire la différence sur la moindre action. Enfin, si l'ASM est au contact de Bayonne ou de Brive à la 60e minute, avec des joueurs comme Toyava, comme Peter Betham qui est très en forme, on l'a vu hier. Voilà, sur une action, ces joueurs-là peuvent faire la différence. Et c'est quand même une plus-value aujourd'hui pour Clermont d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif. Surtout s'il se confirme que la cohésion va être un peu plus rapide que prévu ou redouté. Parce qu'on a vu hier que oui, la sauce avait bien prise cette saison. Juste une chose à propos de la sortie de Jack McIntyre. On l'a vu sortir en protocole commotion. Il n'est pas revenu alors qu'il aurait pu, nous a dit Franck Azema, mais il n'est pas revenu. Est-ce que ça peut être le maillon faible là, pour Clermont, parce que c'est le poste d'ouvreur? Il n'y a pas pléthore de joueurs à ce poste-là pendant la Coupe du Monde. Ah poser la question à Franck Azema, il va faire les gros yeux. Il m'a déjà fait le coup. Il m'a dit j'aimerais savoir le nombre de clubs qui a les mêmes solutions que nous, parce que il y a le jeune Palmier, mais il y a aussi Toyava qui peut y jouer. Et puis quand ils rentreront, évidemment, Danaï Williams et Camille Lopez, bien évidemment. Sans oublier Morgan Parra qui peut y jouer. Donc non, mais McIntyre, il aurait pu rejouer hier déjà. Il aurait pu revenir, mais je crois qu'il y a eu un laps de temps qui a été dépassé, et c'est pour ça qu'ils l'ont laissé sur le banc. Mais il n'y a rien de sérieux. Allez, après le débat, on passe à l'info de la semaine. L'info de la semaine, c'est Paul Gédrasia qui nous a donné une indiscrétion. C'est le mois sans bière, sans les vestiaires. Vous l'avez entendu, celle-ci. C'est-à-dire, il nous a expliqué tout simplement que d'habitude, quand on célèbre une victoire, on boit une petite bière dans les vestiaires entre coéquipiers. Et là,
ça ne se fait plus, ou en tout cas ça ne se fera pas pendant ce mois. C'est Quel mois d'août visiblement, c'est. Il nous dit un mois, quoi. Il nous a dit un mois, donc il imagine que ça va un peu chevaucher le mois de septembre. Voilà, c'est le mois sans bière. Allez, tout de suite, on passe au top flop. Et Christophe, on va commencer par ton top. Et même mon top, c'est Damien Penaud avec l'équipe de France. Qui est pour moi l'éclair dans la grisaille qu'on a vue à Murrayfield. Alors pas tant pour... Enfin, sa performance évidemment remarquable, mais il y a eu un peu de déchets bien sûr. Certains diront qu'il a perdu des ballons, il y a eu des petites fautes, mais c'est clairement le joueur qui est au-dessus du lot dans cette équipe. Pour moi, c'est le seul qui est capable de jouer dans n'importe quelle équipe, même chez les tout noirs. Parce qu'il a des qualités rugbystiques énormes. Après, il faut qu'il fasse attention défensivement. Il s'est monté en pointe là... Peut-être que face à d'autres équipes que l'Écosse, il faudra qu'il se méfie, qu'il se fasse pas prendre dans le dos, comme ça a pu être le cas, on s'en souvient, pendant le tournoi, par exemple, contre l'Angleterre. Donc il a une marge de progression à ce niveau-là, mais pour moi, c'est clairement le joueur de rugby top de cette équipe de France. Ouais, c'est le facteur X. Géraud, ton top. Moi, ce sera l'explosif Shalbricht, le Sud-Africain, qui a 38 ans, après être passé par les Saracens et qui a signé au Bulls cet été, vient d'être sélectionné pour la Coupe du Monde au Japon. Donc voilà, c'est plutôt une belle histoire, je trouve. 38 ans, quasiment l'âge de Manuel Cailleux, qui va nous donner son top. Ouais, alors je vais être désagréable, Greg. Non, alors on a parlé d'un joueur ancien, moi j'ai parlé d'un jeune, c'est Marc Palmier, qui a vécu ses premières minutes avec l'effectif pro ce dimanche face à La Rochelle. C'est bien, je trouve, ça montre aussi que le réservoir est là, côté Clermontois. C'est un club qui mise beaucoup sur la formation. Il y a beaucoup de clubs qui disent miser sur la formation, mais dans les faits, ça se retrouve pas toujours. À Clermont, ça se confirme. C'est un joueur qu'on suit, qu'on a la chance de suivre avec les espoirs de l'ASM depuis quelques temps maintenant. Notamment, il avait doublé la saison passée. Il était clairement passé devant Dorian Laverne au poste d'ouvreur, et voilà, il a montré déjà des choses intéressantes, et aujourd'hui il est récompensé. Il a participé à la préparation avec l'ASM, et hier voilà, il a fait le grand saut, il a débuté au Michelin, donc c'est bien. Parenthèse à suivre d'ailleurs, les matchs des espoirs de l'ASM, les matchs à domicile, toujours à suivre cette saison sur sportauvergne.fr et lamontagne.fr en direct et en direct vidéo. Ton flop, Manu? Or Biarritz, je pensais avoir tout vu avec ce club l'an passé et toutes les histoires autour du club Biarro et de son président. Non, ils en ont remis une petite couche là pendant l'été en voulant faire payer l'accès à la tribune de presse aux journalistes là, pour le match de préparation face à l'UBB. Voilà, encore un comportement scandaleux de la part du club basque. Alors je sais pas ce qu'ils nous réservent pour la prochaine fois, mais ça m'attriste. Géraud, ton flop? Moi, ce serait plutôt en deuxième division aussi, avec les équipes qui jouent l'autre tableau en Pro D2 pour essayer d'accrocher une place en top 14, qui ont pratiquement toutes perdu ce week-end. Donc je pense à Vannes qui a pris 37-10 sur le pelouse de Carcassonne, Mont-de-Marsan qui a pris aussi chez lui une belle correction contre Provence, et Nevers qui a perdu à domicile contre Soyaux. Donc dans le marathon que représente la Pro D2, c'est jamais évident de commencer par une défaite. On parle juste de Grenoble aussi. Ouais, Nevers qui a un peu joué à l'envers en allant chercher des pénalités en touche et prenait pas toujours les points. Christophe, ton flop? Mon flop, ça va être le Racing qui s'est pris les pieds dans son magnifique tapis de l'U-Arena dès la première sortie, qui confirme ce que je savais un petit peu, ce dont j'avais entendu parler, c'est que ça va être compliqué pour le Racing, un peu la suite sans Laurent Labitte, le divorce entre les deux Laurent. Et surtout l'arrivée de Prendergast, le Sudaf, pour l'épauler, Noriega. Je ne suis pas sûr que la mayonnaise prenne dans ce staff. Et j'ai peur que le Racing vive une saison compliquée. Voilà qui est dit pour les top flops de la planète rugby. Allez, tout de suite, et pour terminer, on passe au quiz. Et on va se faire plaisir parce que hier, au coup d'envoi, il y avait 13 nationalités. Non, pardon. Il y avait 3 joueurs français dans le 15 de départ de l'ASM. Alors on s'est dit, tiens, on va faire un top flop cosmopolite. Alors, ma question, hier, il y avait 11 nationalités représentées dans l'effectif de Clermont. En 2000-2001, saison 2000-2001, messieurs, combien d'après vous y avait-il de nationalités représentées dans l'équipe pour la saison 2000-2001? 2000-2001 ? Ouais. 4 Non mais... 4, non, plus. Je dirais 6. Non. Au hasard, je dirais 7. Non, plus et plus. Non, plus que ça 8 en 2000, Non, 2001. plus. Dans le groupe, dans l'effectif professionnel. Exactement. Il n'y en a quand même pas 10.
10, mais c'est incroyable, vous laissez la victoire à Christophe, vous le faites exprès ou quoi? Christophe qui, je vous rappelle, est le tenant du titre de la saison dernière et qui marque le premier point de la saison. Il y avait 10 nationalités représentées, alors écoutez bien. Il y avait notamment Selbert Boom, sud-africain. Paul Burnell, écossais. il y avait Marco Caputo, australien. il y avait Kevin Dalzell, Américain. Ah ouais, USA, exactement. Il y avait Jan Machasek, tchèque aussi. Il y avait Tony Marsh, ouais. Johnny Ngomo, Tonga, et il y avait Brendan Reddy, Samoa, et Alessandro Troncone, Italie. Ouais. Ça veut dire déjà, c'était une ASM très internationale. C'est la première année où l'ASM était très internationale. L'année précédente, il y avait 4-5 nationalités représentées, mais pas plus. Et puis avant, bien sûr, c'était plutôt une ou deux. Alors, en quelle année un joueur étranger a joué pour la première fois en jaune et bleu? 60... Bien avant. Ah oui, non, oui, c'est 50. 55. Bien avant. Ah ouais, non. 38. Encore avant. Oui, là je suis impardonnable, je ne vais pas réviser cet été. 28. 28, c'était après, Manu. 30. C'était après. 37. On est un peu dans le juste prix et c'est en dessous. 1935. C'est en dessous. 33. C'est au-dessus. 34. 34, il est pour Manu. Oh, la réactivité de Manu. 1934, le premier joueur de l'ASM s'appelle Rashford, premier joueur étranger de l'ASM. Et de quelle nationalité est-il? Anglais. Anglais, c'est non. Irlandais. Non. Gallois. Gallois, le point est pour Géraud. Bravo messieurs, vous êtes à un point partout, tous. 1934, premier joueur étranger de l'ASM, a évolué sous les couleurs jaune et bleu. C'est un Gallois et il s'appelle Rashford. En 1967-1968, c'est le premier anglais qui joue pour l'ASM Clermont, pour l'ASM à l'époque d'ailleurs, l'AS Montferrand. Il est anglais, il s'appelle John Ward. Et quelle est sa profession? Non, je ne sais pas. J'ai un trou là. Il travaillait pas chez Michelin, non? Bravo Christophe, un point pour Christophe, bien sûr. Il était employé Michelin. Bravo, effectivement, 2 points pour Christophe. Il y a eu un joueur dans l'histoire de la SM qui était zimbabwéen. Est-ce que vous le connaissez? Ouais, il doit avoir un passeport sud-africain, j'imagine. Il était en tout cas annoncé zimbabwéen. Et c'était, apparemment vous l'avez pas, c'est Nello Dessa. Oui, Nello Dessa, si, oui, c'est la carrière la plus courte de l'histoire de l'ASM. Je crois qu'il est rentré quelque chose comme 5 ou 10 minutes sur le terrain et on lui a décelé dans la foulée, c'est un joker médical, et on lui a décelé dans la foulée une hernie, je sais plus où cervicale ou dorsale, et on l'a plus jamais revu. C'était en quelle année? Il avait un passeport portugais. Ouais, c'était les années 90 de mémoire, il me semble. Non, avant, 70 peut-être. Là, non, 2000. Alors 2000. 2000. Okay. Fin des années 80. J'avais pas noté l'année, 90 tu vois. Dernière question. Quel est le premier joueur espagnol à avoir porté les couleurs de Clermont? Bardi. Non, pas Bardi. Ezeala, non. C'est pas Ezeala. C'est pas Ezeala, c'est le deuxième Samuel Ezeala. Oui, Betancourt. Non, Betancourt était portugais. Je vais vous le donner, vous l'aurez jamais. Si, tu penses savoir? Non. Il a joué en professionnel ou en espoir? Il a joué ni l'un ni l'autre. Il a eu une carrière encore plus courte que Nello Dessa, puisqu'il n'est jamais rentré pour l'ASM. Il a fait partie de l'effectif pendant une saison. Il a été remplaçant une fois à Bayonne pour Clermont. Il n'est pas rentré pendant le match. C'était Marco Ferrer. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce joueur. Marco Ferrer qui était pilier espagnol pour l'ASM et qui n'est jamais rentré. Et le premier... Il y a Béziers après, non? Il n'y a pas un Ferrer qui a joué à Béziers après, non? Peut-être. Je me rappelle d'un Ferrer en tennis, mais en rugby, moi. Premier espagnol réellement à avoir joué pour Clermont. Et effectivement, c'est très très récent puisque c'est Samuel Ezeala. Il faut s'entraîner avec l'ASM parce que... Ouais, c'est s'entraîner plutôt qu'avoir joué. Pardon? Je mérite le point, quoi. Tu ne mérites pas le point. C'est Christophe qui gagne ce quiz avec 2 points. Mais c'était serré et intéressant. Merci messieurs, on se retrouve dès la semaine prochaine et j'espère dans une version vidéo cette fois-ci. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Salut Greg.